Bienvenue sur la chaîne Faso Entrepreneuriat. Si c'est votre première fois de nous découvrir, veuillez vous abonner à la page et liker la vidéo, partager avec vos connaissances afin que vous puissiez découvrir ensemble l'expérience d'un monument de l'entrepreneuriat, de la jeunesse burkinabé. Et ici présent, M. Semporo Iwara qui a accepté de nous recevoir dans ses locaux afin que nous puissions partager ensemble une expérience au cours de laquelle il va partager son parcours entrepreneuriat, son parcours avant l'entrepreneuriat, afin que son histoire puisse certainement inspirer d'autres jeunes qui ont des ambitions et qui ont peut-être tendance à baisser les bras ou qui n'ont pas le courage de prendre la décision et de passer à l'action. Alors, sans plus tarder, nous allons passer la parole à M. Semporo afin qu'il se présente et qu'il présente son entreprise. Merci beaucoup. Moi, c'est Iwaoga Semporo, je suis PDG de Sempo Service International. Sempo Service International, c'est une entreprise qui est d'abord dans les paris sportifs en ligne. Ensuite, nous sommes dans le domaine de l'événementiel. Après, un peu dans le domaine des transports. D'accord. Merci bien. Alors, Sempo Service International, on va plutôt s'intéresser à la personne de Semporé d'abord, avant de parler des entreprises. Alors, qui est M. Semporé? Avant de vous engager dans l'entrepreneuriat, je vous ai connu dans une boîte où nous avons travaillé ensemble, où il était notre devancier. En tout cas, c'est un monsieur qui nous a inspirés et nous aussi, nous avons emboîté ses pas. Donc, je veux savoir, avant, là où on s'est connus, c'est-à-dire au call center, vous avez eu à faire d'autres activités avant, vous avez eu à travailler ailleurs, ou bien juste après le campus, quel niveau d'études vous avez? Alors, il faut dire que j'ai la licence en droit, voilà, depuis 2008. Okay. Après cela, j'ai cumulé certaines petites activités, notamment il y a eu des enquêtes, des petits trucs par-ci, par-là. Okay. Donc voilà, et c'est depuis 2013 voilà, qu'on s'est connus. Donc voilà, non pas qu'on s'est connus, mais voilà, depuis 2013 que j'étais dans la boîte, c'est-à-dire Aizen BPO, qui gère le service clientèle d'Orange Burkina, c'est-à-dire RTL en son temps. Oh. Voilà. Donc, nous, en tout cas, on est venu là-bas en 2019 et on vous a connu quand vous étiez au back-office avant qu'on ne vous rejoigne. Voilà, donc moi, j'étais là depuis 2013. Alors, j'aimerais savoir comment a commencé l'expérience avec OneXBet. Avec OneXBet, il faut dire que c'est un site, OneXBet est un site de paris sportifs en ligne. Donc voilà, j'ai connu le site depuis 2018. Voilà, quand ils sont venus s'installer au Burkina Faso. Donc, je me suis inscrit naturellement comme tout le monde sur le site. Et voilà, j'ai commencé à jouer. En tant que joueur? Oui. Oui, donc en tant que joueur, j'ai eu plusieurs expériences. Et puis après, bon, j'ai essayé d'évoluer et puis d'avoir un partenariat avec eux. Ok. Mais comment s'est passé le passage du stade joueur au stage partenaire? Est-ce OneXBet qui vous a contacté ou bien c'est vous qui avez contacté OneXBet ou bien c'est quelqu'un, une connaissance qui vous a parlé de la possibilité d'avoir un partenariat avec la société, l'entreprise OneXBet? Non, en son temps, quand OneXBet est venu s'installer, ils avaient un responsable avec qui je causais beaucoup. Entre-temps, qui m'a mis en contact avec quelqu'un qui était au siège, qui était en Russie, dont on causait beaucoup. Moi, les questions que j'avais, je posais. Voilà, donc c'est en ce moment que j'ai évoqué le terme de partenariat. En ce moment, ce n'était pas possible au Burkina Faso. Et comme on était toujours en contact, on est resté, on a posé. Et à un certain moment, quand c'était disponible au Burkina Faso, bon, la personne m'a juste tenu informé. Ah, ok. C'était en quelle année? C'était depuis fin 2018-2019. Voilà, et c'est en 2020 que c'était possible d'avoir le partenariat, c'est-à-dire avoir une caisse, voilà, une caisse, une boutique de paris au Burkina Faso. Ok, une caisse pour faciliter les dépôts et les retraits avec les joueurs. Exact, quand on parle de caisse, c'est un service qui permet de faire les dépôts, les retraits. C'est-à-dire quand le joueur il a besoin de jouer, il nous contacte ou bien il vient physiquement à l'agence
il nous remet l'argent, il nous donne l'identifiant de son compte, nous lui faisons la recharge. Voilà, par ricochet, quand il gagne également, il peut se déplacer en agence ou bien il peut nous écrire sur toutes les plateformes de communication en ligne. Hein. Il peut nous écrire, il fait le retrait. Donc voilà, nous validons à notre niveau et nous lui envoyons l'argent. Alors, et ce que j'aimerais savoir, comment vous avez pris, en fait, l'activité au début, puisque à ce que je sache en toi, vous êtes le premier au Burkina à avoir décidé en tout cas de vous engager sur cette aventure. Et c'est après vous que voilà, il y a eu d'autres qui ont emboîté le pas. Comment ça s'est passé au début? Vous n'avez pas eu de peur, il n'y a pas eu de trucs. Comment vous avez pu, voilà, je suppose que si vous dites qu'il faut au moins avancer quelque chose, il faut donner quelque chose pour recevoir quelque chose en retour. Oui, il faut dire qu'il y a la peur, mais quand on décide d'entreprendre, il faut risquer. Oui. Voilà, il faut risquer. Dans le domaine où tu veux investir aussi, il faut étudier le domaine, savoir où est-ce que le domaine va. Est-ce que c'est un domaine qui peut aller loin ou bien c'est un domaine qui ne peut pas aller loin? Est-ce que c'est un domaine qui est sérieux ou pas? Donc voilà, donc c'est des calculs comme ça que moi j'ai fait et après j'ai décidé d'investir dans le domaine. Bien entendu, au début, quand j'ai commencé, je continuais toujours de travailler de l'autre côté. Ah ouais. Et c'est à un certain moment, à la faveur d'une certaine restructuration, moi qui ne me plaisait pas, je dis bon, dans ce cas, moi je ne peux plus rester. Je préfère aller me consacrer ailleurs où je gagne plus que mon salaire qui est ici, alors que ici, ça me prend plus de temps que de l'autre. Ok. Effectivement, il faut dire que pour la petite histoire, quand on était ensemble au back-office, suite à une certaine restructuration et qu'il fallait fermer le département, M. Sempora a décidé, à la surprise de tout le monde, hein, où on s'attendait à ce que voilà, il revienne devenir mentor ou bien superviseur pour gérer une équipe. Il a dit bon, écoute, c'est bon, qui s'en va? Et suite à cela, tout le monde était surpris, en fait, on ne s'attendait pas à cela. Mais il faut dire que c'est vraiment un homme de courage que je tiens vraiment à saluer. Maintenant, j'ai remarqué que bon, à Simple Service International, il y a, au-delà de l'équipe que vous avez pu intégrer également les membres de votre famille dans la boîte. Comment ça s'est passé? Et comment vous arrivez à gérer surtout le côté famille et le côté professionnel? C'est une chose qui n'est pas vraiment la mer à boire. Surtout quand on sait que nous sommes dans une société africaine, c'est pas facile de vouloir travailler avec les membres de sa famille. Comment vous avez à gérer ça? Chez moi, tout est simple. Hein. Quand on est au service, c'est le service. Et quand on est à la maison, c'est la famille. Donc voilà, celui qui ne peut pas travailler au service parce qu'il pense que la famille est prime, bon, naturellement, c'est mieux qu'il reste à la maison. Donc voilà, donc chez moi, il n'y a pas d'amalgame, il n'y a pas de... En fait, il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de discrimination entre employés et membres de la famille. Non, tout le monde est la même chose. Une fois qu'ils sont au bureau, c'est le travail. Nous sommes au travail. Voilà. Et après le bureau, on gère les histoires de famille à la maison. Exact. Voilà, sans oublier, souvent il y a certains amis après qui sont venus travailler avec moi ou bien des gens que je connaissais avant qui ont proposé le soir leurs frères, leurs cousins, leurs amis et on avance. Ouais, effectivement. Voilà. En tout cas, ça c'est une réalité. Et pour cela, en tout cas, j'en ai bénéficié également. Je tiens à vous remercier. Alors, dites-moi, comment vous arrivez à gérer cette pression avec l'entreprise et les autres entreprises? Vous avez actuellement, on a remarqué que voilà, vous n'êtes plus à temps plein à Simple Service International, qu'actuellement voilà, vous êtes sur d'autres chantiers. On vous va un peu dans l'événementiel. Vous disiez tout à l'heure que vous êtes dans la location de véhicules. Alors, comment ça se passe? Comment arriver à gérer 3 entreprises en même temps sans vraiment perdre l'énergie, la motivation? D'accord. D'abord, il faut être motivé, il faut savoir ce qu'on fait. On ne fait pas quelque chose juste pour le faire. Avant de faire un travail, ça doit être d'abord un plaisir de le faire. Donc voilà, on le fait. Et après cela, il y a une équipe formidable, une équipe dynamique qui m'accompagne, qui fait que même si je ne suis pas là, le travail il avance normalement. Donc je ne suis pas obligé d'être là.
Donc voilà, souvent je parle, les gens disent que je suis pessimiste, surtout que nous sommes en Afrique. Quand on est entrepreneur, il faut penser loin. Donc voilà, il faut penser à la relève, à un remplaçant, parce qu'on ne sait jamais, hein. On peut se lever du jour au lendemain et puis voilà, on meurt. Il ne faudrait pas que l'entreprise meure avec vous. En tout cas, on touche du bois. Voilà. Donc, il faut former des gens, il faut avoir des gens à côté. Même si vous n'êtes pas à côté, ils peuvent travailler. Même si vous n'êtes plus là, ils peuvent continuer le travail. Pour que l'entreprise fonctionne sans vous. Exact. Il faut que votre vie soit différente, soit vraiment carrément indépendant de la vie de l'entreprise. Tout à fait. D'accord. Alors, dites-nous, je vois, bon, vous avez grandi en Côte d'Ivoire. Vous avez eu certainement votre bac là-bas? Non, plutôt à part de la troisième que je suis venu. Ah, à partir de la troisième que vous avez. Donc, l'intégration après le bac, ça n'a pas été aussi compliqué? Chez moi, je suis quelqu'un, je suis un peu caméléon. Quand j'arrive dans un milieu, moi j'observe les manières de vivre dans le milieu et moi je m'intègre facilement. Donc voilà, par exemple, actuellement, quand moi je pars dans une zone où on parle le Dioula, je parle le Dioula. Quand c'est dans une zone où on parle le Moré, je parle le Moré. Quand il s'agit d'une zone où on parle le français, je parle le français. Et quand je voyage aussi, j'arrive dans l'avion, je parle l'anglais. Donc, vous arrivez à vous intégrer, à vous confondre dans la masse seulement. Exact. Ça fait que je me confonds facilement, je m'intègre facilement. Je n'ai pas besoin qu'on me colle une étiquette où il est de telle ethnie ou bien il est de telle nationalité ou de telle région. Non. Facilement, on peut vous confondre à la population autochtone. Exact. Alors, dites-moi, qu'est-ce que vous retenez de votre parcours en tant qu'entrepreneur? Qu'est-ce que vous retenez de votre parcours? Est-ce que si c'était à refaire, vous l'aurez refait? Actuellement, là où vous en êtes, est-ce que si c'était à reprendre, vous aurez refait? Et s'il y a quelque chose que vous aurez évité, par exemple, je ne sais pas, vous aurez préféré commencer tôt ou bien, voilà, et je ne sais pas. Ça, c'est une question qui est un peu difficile à répondre parce que chaque opportunité a son moment où il faut la saisir. Il y a le moment où on se sent convaincu, où l'opportunité se présente. Donc voilà, souvent on peut avoir une idée, mais on n'a pas l'opportunité ou on n'a pas les moyens de la saisir. C'est compliqué, donc ça dépend du moment où l'opportunité se présente. Donc voilà, donc peut-être dire à quel moment est-ce que tu te sens entrepreneur ou tu te sens dans le privé, ça on peut dire, bon, c'est un peu compliqué parce que ça a commencé plus tôt. Donc voilà, et maintenant, à quel moment il faut saisir telle ou telle autre opportunité, là c'est compliqué. Par exemple, demain il y a des opportunités qui peuvent se présenter. Après demain il y a des opportunités qui peuvent se présenter. Une ancienne opportunité qui s'est présentée en toi peut se révéler être porteur aujourd'hui. C'est pas la même chose. Merci. Alors dites-moi, est-ce que vous avez, je ne sais pas, un conseil à donner aux jeunes qui veulent s'engager dans l'entrepreneuriat, pas forcément dans le même domaine, mais des jeunes aussi qui vous regardent et qui nous suivent certainement actuellement et qui aimeraient vraiment s'engager dans un domaine, mais qui n'ont pas la motivation qu'il faut, qui n'ont pas peut-être l'encouragement qu'il faut, se disent que bon, il faut attendre un financement pour commencer, il faut quoi. Est-ce que pour vous, voilà, c'est vraiment un élément nécessaire, très important pour commencer? D'accord. Peut-être qu'ils ont peur, je dirais, il faut mieux étudier le domaine. Les gens ont peur parce qu'ils ne veulent pas perdre. Okay. Ils veulent forcément, quand ils investissent à quelque part, rapidement, c'est les bénéfices. Alors qu'un investissement, ce n'est pas forcément ça. On perd aujourd'hui, demain, on gagne. Mais il faut avoir une vision. Il faut étudier le domaine dans lequel on est. Avant de récolter des fruits, il faut d'abord investir. Et pendant qu'on investit, c'est de l'argent qu'on injecte, c'est de l'argent qu'on paie, mais qu'on espère récupérer après. Il peut s'avérer qu'après le secteur n'est pas porteur, ou il peut s'avérer après que le secteur est porteur. Voilà. Donc si moi j'ai un conseil à donner à quelqu'un, il ne faut pas attendre que quelqu'un investisse dans un domaine et que vous trouvez que c'est porteur avant d'investir. Voilà. Il faut vous-même analyser le domaine, aboutir à une conclusion et vous investissez.
Et après, si ça marche, vous serez pionnier. Si ça ne marche pas, peut-être les gens ils vont vous critiquer, certains même vont vous insulter. Mais si ça marche, bon, on trouvera que vous avez été visionnaire. Donc, en un mot, il faut oser sortir de la masse. Exact. Il faut quitter les chemins tracés. Exact. Pas attendre que quelqu'un commence à faire. Et quand ça a réussi maintenant, et puis vous allez aller. Jamais. Dans tous les cas, si vous venez après lui, ce n'est pas évident que vous puissiez gagner comme lui. Voilà. Le conseil que je donne souvent aux gens, ce n'est pas forcément parce que quelqu'un il a investi dans un domaine et que ça marche, que vous allez investir dans le même domaine et que ça va marcher pour vous. Voilà, chacun il a sa manière de concevoir le domaine, il a la manière dont il s'est préparé. Donc quelqu'un peut investir dans un domaine, vous voyez que ça marche très bien. Vous arrivez, vous investissez, ça ne marche pas. Donc il ne faut pas attendre de voir quelqu'un réussir dans un domaine avant d'investir. Il faut analyser le domaine dans lequel vous voudrez investir et vous y allez à fond. D'accord. Dites-moi, pour vous, le fonds, le capital du départ pour un entrepreneur, est-ce qu'il est nécessaire, forcément nécessaire d'avoir un financement avant de commencer? Est-ce que vous avez commencé avec un financement? Et si vous avez commencé avec un financement, est-ce un financement extérieur ou un financement propre? Si vous avez toujours bonne mémoire, c'était à hauteur de combien? D'accord. Pour l'anecdote, moi j'ai commencé avec un financement propre. Je peux dire, moi j'ai la fibre entrepreneuriale depuis très longtemps, mais je n'avais pas de financement. Il y a même eu des gens, je suis allé les voir, on me dit non, il faut aller à l'école, il faut avoir un concours, il faut devenir fonctionnaire. Voilà, rapidement j'ai abandonné. Voilà, mais ayant toujours cette volonté, cette flamme à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur. Donc quand il y a eu l'opportunité, j'ai saisi. C'était en des fonds propres. Voilà, je ne pourrais pas vous dire à combien j'ai commencé, je le garde pour moi-même, mais ce n'était pas évident. Voilà. Mais ce que je dis souvent aux gens, au début, quand je sortais sur mon engin, ma moto, chaque semaine, je mettais le plein de ma moto. Mais quand j'ai commencé au début, je ne pouvais plus mettre le plein. Hein. Je mettais le carburant 1000 francs, 500 francs. Donc, voilà. Et souvent, il fallait s'arrêter en cours de route et compléter ou bien appeler à la maison pour qu'on te fasse un transfert pour que tu mettes le carburant. Donc, voilà, tout simplement parce qu'on n'avait plus l'argent investi à quelque part et c'était compliqué. Effectivement, il y avait des clients à satisfaire. Exact. Surtout quand les clients gagnent et puis veulent tirer. Voilà. Quand tu les payes, voilà, la liquidité n'est plus disponible. Il faut trouver autre moyen. Voilà, pour répondre aux besoins immédiats. Voilà, donc à tout moment, il faut satisfaire le client. Donc voilà, c'est ainsi. D'accord. Ok, un dernier mot pour nos internautes. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à leur dire. Qu'est-ce que vous avez à dire à nos internautes comme dernier mot avant qu'on ne se quitte? Comme dernier mot, courage à tous, persévérance et on fonce. Never give up. Tout à fait. Merci bien, M. Semporé, de nous avoir reçus. Alors, on se donne rendez-vous pour une prochaine émission, certainement avec un autre entrepreneur que vous allez certainement apprécier. Merci à vous d'avoir suivi l'émission et à très bientôt. N'oubliez surtout pas de partager la vidéo avec vos proches. Parce que chaque invité a son histoire particulière qui va toucher une autre personne qui peut se retrouver dans cette histoire et qui va le motiver à prendre la décision. Merci bien. Merci beaucoup.